Vous voyez mon écran là? Alors là, bon, je vais vous faire une vidéo qu'on a filmée en gros. Alors Pierre et Rémi, vous intervenez quand vous voulez, puis tous les autres aussi, hein. Mais je vais vous montrer les différents temps de l'implantation parce que je pense que c'est important pour ceux qui suivent les patients derrière, pour les infirmières, pour expliquer, mais aussi pour ceux qui les mettent, voilà, de discuter. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors, il faut couper le son si vous pouvez. Alors, je fais défiler la vidéo. Donc, la première chose que je vous montre, c'est ça. C'est qu'avant l'implantation d'un holter implantable, juste avant, c'est bien de faire un électrocardiogramme. Là, je vous montre, vous voyez, pour deux raisons, hein. Si c'est pour AVC cryptogénique, nous, le troisième reveal que j'ai mis pour AVC cryptogénique, on ne faisait pas l'électro. On a mis le reveal, j'ai regardé le tracé, elle était en FA, la dame. Donc, c'est un non-sens absolu. Vous allez mettre un reveal qui ne sert à rien puisqu'elle était déjà en FA. Donc, je vous conseille de faire systématiquement l'électro avant l'implantation et puis juste avant. Parce que si elle est en FA au moment où il ou elle est en FA au moment de la pause, ça n'a aucun sens. Il y a déjà une indication d'anticoagulation. Même chose pour les syncopes. Si le patient est en BAV3, peu probable, hein. Mais si vous l'avez vu il y a 8 jours et qu'il revient pour la pause du reveal et que vous ne faites pas l'électro et qu'il est en BAV3 au moment, bon, c'est peu probable, mais c'est bien. Donc, voilà. Première étape, on commence par faire l'électrocardiogramme. Ensuite, voilà, la question qui va se poser, c'est où est-ce que vous mettez votre reveal? Alors nous, aujourd'hui, par exemple, on le mettait jusqu'à présent au bloc opératoire pendant très longtemps. Et puis, il y a eu tout un tas d'études qui ont montré que ce n'était absolument pas nécessaire de le faire dans ces conditions. Il y a une miniaturisation des appareils. Et aujourd'hui, par exemple, là, vous avez un exemple, c'est dans le service de consultation à Pellegrin, donc proche du service de neurologie, où on va mettre les holters implantables. Donc, c'est une salle de consultation standard, hein. Voilà. Il est marqué qu'on a le droit de les mettre dans une salle où on fait des petits soins ou ce genre de choses-là. Donc, on est dans une salle de consultation standard et on va le mettre dans ce cadre-là. À Toulouse, c'est pareil? Oui, c'est l'équivalent. On a la salle de consultation de pacemaker, qui est une grande salle avec 4 box individualisées par des rideaux. Et en début d'après-midi, on ne met pas de consulte et on met 2-3 holters implantables. D'accord. Alors, juste un point, on peut mettre un holter implantable, mais on peut aussi l'enlever, hein. L'enlever, sachez que la miniaturisation de ça rend l'extraction parfois, pas toujours, mais un peu diabolique. C'est-à-dire que C'est un autant c'est enfer. facile à mettre, autant l'enlever, ça peut être plus compliqué. Et ça peut avoir un intérêt. Nous, par exemple, bon, c'est un peu extrême, enfin, je ne sais pas si c'est extrême, mais on les fait facilement en salle d'implantation, c'est-à-dire au bloc, si vous voulez, parce qu'on a la scopie et on peut savoir où il est, en fait. Des fois, il est tellement petit qu'on ne le voit plus et on a du mal à le récupérer et on s'embête, quoi. Même si vous reprenez la cicatrice initiale, il a un peu migré et parfois, vous avez du mal à le retrouver. OK? Bien. Alors maintenant, là, je vous montre, vous voyez, sur la table, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on va avoir une cupule avec, pour désinfecter, de quoi faire la locale. Ça, c'est pour faire le badigeon au départ. Là, vous voyez, vous avez un porte-aiguille. Alors, le porte-aiguille, par exemple, ce que j'essaie de vous montrer, c'est qu'en gros, il n'y a pas besoin de beaucoup de matériel, hein, pour poser un holter implantable. Le porte-aiguille n'a de sens que si vous fermez à la fin avec un point. Si vous fermez avec de la colle, on verra ça, ou avec des stéristrips, il n'y a pas besoin de ça. Donc, les compresses, le chantroué, bon, de quoi faire l'anesthésie locale. Et ensuite, vous avez le dispositif, vous voyez ici, le dispositif d'implantation qui est fourni. Et donc, vous avez aussi quelque chose pour faire l'incision. Vous voyez ma flèche là ou pas? Oui. Oui. Donc, l'appareil ici, là, ça sert par exemple pour faire l'incision, on verra. Et puis là, vous allez voir, le dispositif, il est chargé et je vais vous montrer juste après comment ça fonctionne. Sachez par exemple que si vous faites des points, avec ça, il y a quelque chose qui coupe sur le côté. Donc, vous n'avez pas besoin d'avoir une lame de bistouri pour couper votre point. Vous pouvez utiliser votre système, encore faut-il ne pas le jeter une fois que vous l'avez utilisé. Okay. Donc, voilà, assez peu de matériel, hein, finalement pour le faire. Bon, conditions de stérilité. On va avancer. Pierre, qu'est-ce que tu mets toi dans ta table? À peu près la même chose? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Qu'est-ce que tu enlèves? On met pas d'instrument. On prend un set à pansement, en fait. D'accord. Tu sais où il y a des petits trucs en plastique dedans. On l'utilise un peu comme l'utilisent les infirmières. Ça sert de cupule pour la bétadine. Et on met des stéristrips, donc on n'a pas de porte-aiguille. Donc on a juste de quoi faire la locale
On met la bétadine, la xylo directement dans la seringue, donc on n'a pas de cupule. On a l'aiguille, tout le système pour implanter et des stéristrips. Voilà. D'accord. J'avais vu une implantation à Clermont, ils font exactement comme vous, c'est-à-dire qu'ils mettent les champs et ensuite, voilà, il y a même pas de table comme ça. Ils mettent nous, on a une petite table à côté, mais il y a moins de trucs. Et comme on ferme avec des stéristrips, on n'a pas besoin de grand-chose de plus. Donc, on fait… voilà. Bon, là, après, voilà, chaque centre a ses habitudes. Hein. Là, on va faire une désinfection large, voilà, du champ, bon, habituel. Hein. Bon, là, rien de particulier à dire. Voilà, on fait quand même du propre. Hein. Voilà, on fait large. Une fois qu'on a ça, on va mettre le champ. Alors, le champ aussi, bon, voilà. Rien de particulier. On va voir que l'implantation, elle se passe essentiellement sur la partie gauche du sternum, entre le troisième et le cinquième espace intercostal. Donc, votre fenêtre au niveau de votre champ, elle doit couvrir du troisième au cinquième espace intercostal. OK? Donc, voilà, une fois qu'on a mis le champ, bon, ça, voilà. Après, les habitudes de chacun, hein, elles sont variables. Vous voyez, vous avez votre champ, vous avez votre fenêtre, c'est propre. Voilà, vous arrivez là. Et là, va se poser la question ensuite, voilà, ça c'est la question essentielle, c'est comment, et là il peut y avoir des variations d'un patient à l'autre et d'un centre à l'autre, à quel endroit on va mettre le holter implantable. Alors sachez qu'au départ, il y a quelques années, on faisait une cartographie, c'est-à-dire qu'avant de mettre l'appareil, on faisait des tests avec des électrodes pour savoir en quelle position de l'appareil on aura une détection optimale des complexes QRS. L'objectif, quand même, dans la syncope, c'est de détecter les complexes QRS essentiellement, plutôt que les ondes P et les ondes T. Mais finalement, dans l'AFA, c'est un peu la même chose, puisque dans l'AFA, le diagnostic de FA, il est essentiellement basé sur l'irrégularité des complexes QRS. Donc, ce que l'on veut dans un reveal, absolument, c'est détecter correctement les complexes QRS. Alors, l'analyse ensuite du tracé, c'est bien si on voit bien les ondes de P aussi, parce que ça nous permet de confirmer qu'il s'agit de l'AFA. Mais sachez quand même que l'appareil, que ce soit pour la syncope ou pour l'AFA, il réfléchit essentiellement sur la présence ou l'absence de complexe QRS. Donc là, vous voyez, je vous montre. La position standard, c'est quatrième espace intercostal. Vous voyez mes doigts là? Le quatrième espace intercostal est quelque chose comme 2 cm à gauche du sternum. Donc là, vous voyez, vous avez le holter implantable. Et la position standard, c'est donc quatrième espace intercostal, 2 cm du sternum, avec une angulation. On s'est aperçu que probablement, en moyenne, hein, c'est là où on avait les signaux qui étaient les meilleurs. Donc, une angulation qui va de 30 à 60 degrés, quoi, voilà, ou 45 degrés. L'autre possibilité, et ça s'est mis longtemps aussi, et on a de bons résultats avec ça, c'est toujours quatrième espace intercostal, mais quelque chose de parallèle au sternum, donc quelque chose de vertical. Donc, soit on se met à 45 degrés, mais on peut aussi choisir cette position-là. Alors après, il y a une question d'esthétique. Vous voyez, vous pouvez inciser en haut ou en bas. C'est-à-dire que vous pouvez choisir de le rentrer par le bas ou de le rentrer par le haut. Hein. Voilà. Alors, plus vous allez vous mettre bas, généralement, bon, pour les femmes, bon, alors, il n'y a pas de raison de ne pas être esthétique pour les hommes aussi, mais plus ça va être caché un peu dans le décolleté. Voilà, moins on le verra. Plus vous allez mettre une cicatrice haut, ben, plus on le verra. Quoi. OK ? Alors, ce qui se fait aussi, vous voyez, donc, une fois de plus, hein, par le haut, par le bas, vous pouvez aller un peu plus bas et vous pouvez vous diriger vers ce que l'on appelle des implantations un peu sous-mammaires, où là, pour le coup, on le propose souvent chez les femmes qui veulent avoir un décolleté, voilà tout ce qu'on voudra, histoire de le cacher le plus possible. Donc, vous allez descendre d'un espace intercostal, vous allez vous mettre au niveau du cinquième. Voilà. Là, je vous montre une autre chose. On peut au contraire monter. Plus vous allez monter, plus vous avez de chances d'avoir une qualité d'onde de P qui est meilleure. Je vous répète, quand vous implantez les patients pour un AVC cryptogénique, il va y avoir un diagnostic automatique par la machine de FA. Et c'est basé essentiellement sur l'irrégularité des complexes QRS. Donc, il faut absolument bien détecter. Mais par contre, après vous, quand vous allez regarder le tracé, c'est toujours intéressant de bien voir est-ce qu'il y a des ondes de P ou pas. Et quand vous remontez un peu votre holter implantable vers le troisième espace intercostal, visuellement, on voit mieux les ondes de P. Donc, parfois, voilà, on peut remonter un peu si on veut avoir une qualité supérieure. Mais en gros, tout ça pour vous dire qu'en moyenne, nous, et dans l'immense majorité des cas, on se met au quatrième espace intercostal avec un angle de 45 degrés. OK ? Est-ce que vous avez des questions là-dessus ?
ou des commentaires? J'ai juste un commentaire sur l'angle à 45 degrés chez les femmes avec une poitrine assez forte. Oui. Si on pense à l'extraction plus tard, souvent le petit appareil a tendance à se décaler un petit peu vers le sein et l'extraction peut être encore plus pénible. Donc, parfois, quand les dames ont une forte poitrine, j'ai tendance à essayer de le mettre plus vertical avec effectivement une incision plus basse pour faciliter une éventuelle extraction plus tard. Voilà. C'est sûr. La catastrophe, c'est si ça glisse sous le sein, en fait. Parce que là, quand vous allez vouloir l'enlever, vous allez vous retrouver dans une situation où d'abord c'est douloureux et c'est pénible, quoi. Voilà. Pierre, commentaire ou pas? Non. Non, est-ce que vous avez fait sur les reveals avant qui étaient plus gros, on en mettait un axillaire. Est-ce que vous avez utilisé la position axillaire avec ce système-là? Moi, je ne crois pas trop l'avoir fait, mais… Non, on en a mis il y a très très longtemps. Voilà. Effectivement, c'est là pour le coup où vraiment c'était là où on les voyait les moins quoi, pour les femmes. Hein. Voilà. Mais aujourd'hui, après, je vous rejoins complètement sur l'extraction, qui est un vrai enfer. Moi, j'en ai laissé un l'autre jour. On était soulagés avec une scopie après une fermeture de FOP. On n'a jamais réussi à l'attraper. On le voyait, on était très loin. Sinon, il fallait faire une incision qui n'était pas raisonnable. Quoi. Donc, on a réveillé la dame pour y en parler. Elle nous a dit je vais le garder. Mais je ne sais pas trop sur le long terme ce que ça peut faire après. À partir du moment où on envisage une sternotomie pour le sortir, ce n'est pas une bonne idée. C'est ça, ouais. On va attendre qu'elle soit pontée. Voilà. Alors, donc je vous montre. Ensuite, donc, je vous montre l'implantation. Donc, 1, 2, 3, 4e espace intercostal, 2 cm. Il va y avoir une phase. Voilà, là, ce n'est pas compliqué vraiment de mettre en haltère implantable. Il faut faire une anesthésie locale. Et cette anesthésie locale, elle doit être suffisante de façon à ce que le patient ait pas mal. Quoi. Donc, on va faire une peau d'orange localement. Voilà, moi, je fais assez large à ce niveau-là. Et ensuite, je vais essayer d'orienter mon aiguille de façon à reprendre le trajet futur de l'appareil. Et donc, je vais anesthésier voilà, superficiellement et de façon un peu plus profonde. Voilà. Donc, on prend le temps, on en fait suffisamment. Entre le moment où on fait l'anesthésie et le moment où on va mettre le dispositif, moi, je m'accorde un peu de temps à masser, parce qu'au moins, voilà, je me dis au moins, j'y vais pas tout de suite, je laisse le temps, en gros, que l'anesthésie, bon, c'est les règles de base, hein, mais que l'anesthésie locale soit efficace. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on prend le dispositif. Et donc là, vous voyez, on est donc 4e espace intercostal, 2 cm. On va pincer la peau. Et vous voyez, on va arriver un peu horizontal sur cette peau pincée. Et on va faire l'incision. D'accord ? Donc là, l'avantage de ce dispositif, c'est qu'avant, on avait un problème, je trouve, c'est qu'il y avait pas mal de bruit parce qu'il y avait une inadéquation entre la taille de la loge et la taille du dispositif. L'intérêt principal de cet introducteur qu'on a là aujourd'hui, c'est qu'il est vraiment fait pour avoir la taille de la loge suffisante. Moi, vous voyez, quand on fait l'incision, il y a des gens qui remuent un peu à droite, à gauche le système. Moi, je n'ai pas tendance à le faire. Je reste comme ça. Je le fais une fois. Et ensuite, vous voyez, vous allez prendre votre dispositif. Vous allez repincer la peau. Voilà. Essayez de ne pas être trop superficiel quand même. Et vous allez pousser jusqu'au bout. Voilà. Une fois que vous êtes là, vous retournez et vous allez prendre la fin de l'introducteur et vous allez pousser votre système. Donc, vous voyez, vous ancrez bien en bas, ici. Vous tenez bien votre système de façon à ce qu'on reste bien au contact de la peau. Vous mettez votre pouce ici et vous allez pousser le système qui va rentrer. Voilà. Et là, vous allez pousser le système à l'intérieur. Vous enlevez cette partie-là. Vous tenez votre dispositif dans la loge et vous retirez. Vous voyez, donc ça a pris en tout et pour tout 20 secondes entre l'incision et le moment où vous passez votre système. Voilà. Le danger, quelque part, c'est d'aller très profond, mais c'est difficile, ou d'être vraiment trop superficiel. Voilà. Vous mettez à une... Il faut être raisonnable à ce niveau-là et vous avez quelque chose de cet ordre-là. Une fois que vous avez fait ça, là, il va y avoir des variations en fonction des centres et en fonction des habitudes au niveau de comment on ferme. Donc là, je vous montre une des options, la colle. Alors la colle, ça a des avantages, c'est que c'est très rapide. Vous voyez, ça prend quelques secondes. Une fois que ça saigne plus, vous appliquez votre colle. Ça fait quelque chose de parfaitement étanche. Donc, je pense que pour le risque d'infection, c'est bien. Bon, par contre, il y a un coût, quoi. Voilà, ça coûte quand même, je ne sais pas exactement combien ça coûte, mais ça a un coût supplémentaire par rapport au reste, quoi. Voilà. Mais objectivement, la colle, c'est pas mal. Hein.
L'autre option que l'on peut utiliser, donc vous voyez, là, c'est collé. Ça s'applique, vous voyez, tout de suite. Hein, voilà, c'est collé, parfait. Il n'y a rien à enlever, hein, il n'y a pas de point à enlever. Voilà, c'est assez facile. L'autre option, c'est les strips. Alors, nous, on n'a pas trop l'habitude. Alors là, les strips qu'on a mis, ils sont un peu gros. Vous voyez. Bon, les strips, on les met. Pierre, tu nous diras, je pense qu'on pourrait utiliser des strips un peu plus fins que ça. Bon. Apparemment, il y a plein de centres qui font ça et chez qui ça marche très bien. Moi, comme ça, là, intuitivement, je me disais bah, attention parce que voilà, ils peuvent se décoller les strips. Est-ce que c'est n'est pas une fermeture complète? Bon, voilà. Pierre, toi, tu utilises les strips, c'est ça? Ouais. Et ça marche Oui, bien. parce qu'on voulait pas faire des sutures. Ouais. Et la colle, on nous a dit que c'était trop cher. La colle, c'est cher. Oui. Ouais, La colle, c'est joli, voilà. hein, mais c'est sûr que c'est cher. C'est Voilà, joli, mais on voulait utiliser pour les paces. Nous, ils sont un peu plus petits, on fait des croix, on en met un de plus, on en met 3. Enfin, moi, j'en mets 3 en tout cas. ouais. Et écoute, après, on fait un pansement un peu compressif avec une compresse dessus, il enlève, on n'a pas de souci évident en tout cas. D'accord. Bon, moi, ça ne me choque pas du tout. Voilà. Mais bon, nous, on a moins l'habitude, et je crois que ça s'est vu un peu sur la vidéo, mais voilà, on a peut-être un peu moins l'habitude d'en mettre. Là, vous avez un point. Donc, les points, bon, voilà, hein, c'est un point, quoi. Hein. Alors, soit vous utilisez du résorbable, soit du non résorbable. Nous, c'est du non résorbable. Du coup, sur ce cas-là, en tout cas, donc il faut enlever les points au bout de 8 jours. Bon, ça fait une organisation. Ça permet qu'il y ait une infirmière aussi quelque part qui regarde la cicatrice. Mais objectivement, est-ce que c'est indispensable? Je ne suis pas sûr, quoi. Voilà. Et puis, ça demande un peu plus de matériel. Bon. Voilà, donc le point. Des commentaires là-dessus? Moi, j'ai découvert la colle quand on a fait les vidéos. Très bonne surprise, la colle. À part que c'est cher, c'est génial. Alors, le à part que est important parce que je crois, je ne peux pas te donner le coût exact, mais je crois que ce n'est pas négligeable en fait. Tu vois? Oui. Il faudrait On a voir une par rapport au pharmacie. passage d'une infirmière à la maison, quoi. Ouais. Mais si C'est tu pas mets le des même. strips, tu n'en as pas besoin, tu vois, par exemple. Voilà. Alors, nous, ce qu'on fait, là, c'était fermé à la colle. Après, on va mettre un duoderme. Voilà, c'est un pansement qui va garder pendant quelques jours. Et voilà, c'est pas la même chose. S'il y a les points, par exemple, on va garder le duoderme. Il peut se doucher avec ça, quelle que soit la suture. C'est-à-dire que quand vous avez des points, en théorie, si vous mettez un pansement, vous pouvez pas vous doucher pendant 8 jours. C'est embêtant. Si vous mettez un duoderme comme ça, vous pouvez. Bon, que ce soit de la colle, que ce soit du strip, voilà, ça vous permet d'avoir ça, quoi. Voilà. Vous mettez quoi, vous, Pierre, dessus? Nous, on met un pansement sec, banal, avec une compresse pliée dessous pour que ça fasse un peu compressif, parce qu'ils ont quand même tous au moins du cardégique, les AVC. D'accord. Ça saigne un petit peu. Et il le garde combien de temps? Ils enlèvent au bout de 48 heures. Ok. Bon. Une fois qu'on a fait ça, on va appliquer la tête de télémétrie. Bon, on va passer vite parce qu'on va revenir là-dessus. Hein. Mais en gros, voilà, on va rentrer en contact avec l'appareil. Vous allez voir comment ça fonctionne. Vous voyez, aujourd'hui, ça se fait avec une tablette. On sélectionne le dispositif. Il va reconnaître le dispositif. Et ça, c'est une partie importante du truc. Hein. Voilà. Il faut absolument que ça détecte correctement. Donc, vous voyez, ça le reconnaît, l'appareil. Une fois que ça l'a détecté, hop. 8 € la colle? OK. Donc, quelqu'un me dit que c'est 8 € la colle. Oui, 8,70 en 2018, on en avait demandé. Donc, vous voyez, bon, 8,70, c'est ni... Je pensais que c'était plus. Donc, c'est ni énormément, mais c'est... Voilà. Donc là, vous voyez, là, ce qu'on fait, là, c'est qu'on vérifie qu'il détecte correctement. Et vous voyez, vous avez la taille de l'onde R, là, en millivolts qui est exprimée. En gros, il faut être dans le vert. Donc là, je n'ai pas pris le meilleur exemple parce que des fois, on est beaucoup plus vert que ça. Mais vous voyez, il ne faut pas que vous soyez dans le rouge en termes d'onde R parce qu'une fois de plus, hein, la taille de l'onde R, elle est déterminante ensuite le fonctionnement de tous les algorithmes. Et le rapport entre bruit et signal, il est essentiel. Plus vous avez des ondes R de petite taille et plus ça va être embêtant. Donc là, je fais une programmation, on reviendra là-dessus, mais c'est de l'AVC cryptogénique. Nous, par exemple, on a pris pour principe que quand on recherche de l'AVC cryptogénique, on ne recherche que l'AFA. Donc, on déprogramme les bradys, les taquis, tout le reste. Voilà, c'est un choix, hein, de façon à diminuer la charge de travail des infirmières avec les fausses pauses, ce genre de choses-là. On cherche de l'AFA, on se concentre là-dessus et c'est ce que l'on recherche. Mais en gros, je vous montre, voilà, vous en avez pour 30 secondes à programmer. Voilà, vous programmez et là, vous voyez, par exemple, ce que je vous montre, c'est qu'on va vous donner la possibilité d'enregistrer une durée pour les épisodes de FA. Il y a marqué tous les épisodes, où là, ça va tout enregistrer, ou
au minimum 6 minutes ou au minimum 1 heure, ce genre de choses. Vous avez différents paramètres. Nous, on choisit 6 minutes et je ne suis pas sûr d'avoir raison. Peut-être qu'on devrait programmer tous les épisodes de F1. Voilà. Mais ça va être déterminant ensuite sur le ratio entre vrais épisodes et faux épisodes. Par contre, c'est sûr que s'il fait un épisode de 2 minutes et que moi j'ai mis 6, ben, ça ne sera pas détecté. Et peut-être pourtant, à 2 minutes, on l'aurait peut-être anticoagulé. Donc, c'est toujours un rapport sensibilité, spécificité, quantité de diagnostic et charge de travail. Voilà, donc on arrive au bout. Voilà, là que je choisis. Vous voyez, en gros, ça va très vite, quoi. Avec la tablette, on programme. C'est ça que je voulais vous montrer. Et on rentrera en détail sur comment ça se programme au cours des autres sessions. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vois que dans le chat, il y a des commentaires. Alors, est-ce qu'il y a un risque qui ne fonctionne pas? Alors, 5,90 €, ça baisse même en 2022. Donc, vous voyez, la colle, 5,90 €, c'est beaucoup moins que je ne pensais. Je pensais que c'était de l'ordre de 20 €. Vous voyez, donc, ça se pose comme question, du coup, à ce prix-là, ça commence à être intéressant. Y a-t-il un risque que le reveal ne fonctionne pas? Alors, toujours, hein, il y a toujours le risque que ça ne détecte pas ou mal. Voilà. Bon, en pratique, est-ce qu'il peut y avoir une dysfonction? Le reveal est activé, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il peut très bien ne pas détecter correctement. Et donc là, c'est quelque chose qu'il faut tester au moment de l'implantation, bien sûr. Et vous avez des paramètres que vous pouvez régler un peu. Idéalement, vous ne devez pas jouer sur les paramètres de sensibilité. Votre appareil, comme pour un PACE ou un DEF, vous pouvez régler la sensibilité. Idéalement, il faut que la qualité à l'implantation soit suffisante pour que vous n'ayez pas à jouer sur ces paramètres-là. Rémi, quelque chose à rajouter? Peut-être juste effectivement absolument penser à interroger le reveal une fois qu'on l'a mis, parce que implanter le reveal, ne pas l'activer, c'est un petit peu dommage. Oui, ça marche moins bien. Pierre? Non, rien de particulier. Adriana, non, je crois que si on parle de coût, et tu en as parlé au début, oui, ça a un coût, le coût du Holter, mais quand on diminue de 48 heures une hospitalisation de bilan de syncope, on a remboursé. Donc, je crois qu'il faut vraiment pas hésiter, réfléchir. Dans la dysfonction sinusale, c'est ce qu'il y a de mieux pour trouver les bradycardies, les pauses. Il n'y a pas beaucoup mieux. Il nous manque juste la courbe de. Enfin, il ne faut pas voir l'insuffisance chronotrope, mais ça, c'est pas grave. Tout le reste, on trouve. Donc, voilà, je crois que c'est vraiment. Nous, on le sous-utilisait. On essaie d'être moins mauvais maintenant. Ouais, il y a une question, tu vois, en cas de mauvaise détection, est-ce qu'on repositionne? En pratique, ça ne s'est pas présenté. Mais l'idée, c'est que si tu mets un appareil qui ne détecte pas, voire en tout cas très très mal ou pas du tout, ça n'a aucun sens en fait. Hein. Donc, il vaut mieux le repositionner. Ça ne s'est pas présenté, mais si c'était le cas, on le ferait. Je vous dis, hein, au départ, on mappait, c'est-à-dire qu'on cherchait la position idéale. Avant de le mettre, on regardait avec des électrodes et on se disait, ben, c'est là où on a l'impression qu'on a la détection la plus correcte. Quand vous prenez l'option quatrième espace intercostal, 2 cm du sternum, un angle entre 0 degré et 70 degrés en gros, voilà, vous avez quand même une qualité de tracé qui est largement suffisante dans l'immense majorité des cas. Par contre, voilà, ne faites pas des loges trop grandes. Parce que si vous faites des loges trop grandes, vous allez avoir le dispositif qui bouge. C'est pour ça que quand vous utilisez ce système, ce n'est pas la peine de le forcer. Une fois que vous êtes rentré, ce n'est pas la peine d'aller un peu à gauche, un peu à droite, comme ça, là, parce que vous allez augmenter la taille de la loge et finalement, l'appareil va bouger et vous allez avoir du bruit, quoi. Et donc, c'est là où vous allez avoir un ratio entre le bruit et le signal qui sera mauvais. Vous avez d'autres questions, les amis? Sur ce sujet, Pierre, de la position, moi j'ai l'impression qu'il faut qu'il soit quand même assez profond, parce que si on les met trop superficiel, il y a du muscle qui s'interpose. Et on a nous, on a des gens chez qui il n'y a que du parasite musculaire. Et je me demande si ce n'est pas qu'ils ont été mis trop juste sous-cutané, tu vois. Chez des gens un peu costauds, chez le très maigre, ça ne change rien, c'est sûr. Voilà. Alors, je vous dirais aussi qu'implanter un reveal, quand même, le risque, il est modeste. Eh bien, sachez j'ai vu un cas clinique qui a été publié où il y a quelqu'un qui a mis un reveal, où le reveal il est arrivé au contact du cœur, c'est-à-dire qu'il est passé entre les côtes et il a poussé le reveal dans le thorax. Ça, il faut le faire quand même. Voilà. Donc, quand on dit qu'il faut qu'il soit un peu profond, pas trop quand même. Voilà, non, bien sûr, mais 45 degrés, c'est par rapport au sternum. L'image est absolument magnifique d'un scanner où tu vois le reveal qui est au contact du cœur. En fait. Là, je pense que ça détecte bien, mais pour le coup, c'est peut-être un peu équipé. Voilà. Est-ce que vous avez des commentaires, les amis, ou des questions?
Donc, on a fini aujourd'hui l'étape numéro 1, c'est-à-dire indication, implantation. La prochaine fois, on va voir, mais il va y avoir comment on le programme, comment on le suit, comment marchent les algorithmes et comment on fait des diagnostics, comment on lit un électrocardiogramme à partir d'un reveal. Je pense que le reveal, c'est un bon outil pour apprendre à lire un électrocardiogramme. Donc, on reverra ça. Il y aura par exemple une session où on dira les 10 électros à connaître pour savoir interpréter un reveal. Voilà les amis, je vous souhaite une bonne journée. Merci Pierre, merci Rémi. Merci à vous, bonne journée. Merci d'être là. Bonne journée, au revoir. Merci Laurent. Merci, c'était super. Formidable. Merci beaucoup. Merci à tout le monde, c'était bien. Merci. Et Monsieur Eoch, je suis content que vous soyez là. Oui. Merci Monsieur Eoch. Toute l'équipe était là, ouais. Merci beaucoup. Merci mesdames. Merci à tout le monde. C'est grâce à vous si on met ça. Donc merci beaucoup. C'est super vidéo. Bon, au revoir. Merci à vous, au revoir. J'espère que vous êtes reconnus sur la vidéo. À un moment donné. Oui, bon. Oui, on s'est reconnus. Oui, on s'est reconnus. Ouais, merci à vous. Merci beaucoup. Salut Loïc. Salut. Salut Delphine. Et c'est Géraldine aussi qui est connectée depuis la salle de KT. Géraldine. Salut Géraldine. Salut. Ciao. Ciao.